Il n'y aura pas de récession en France cette année, c'est ce que nous a dit hier Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics. Est-ce qu'il faut le croire sur parole? On en parle avec vous, Charles Sana, pour le site Insolentiae. Bonjour Charles. Bonjour David, Ça va? ça va bien et vous? Très bien, très bien, très bien. Le ministre, il nous a rappelé l'acquis de croissance. C'est la Banque de France qui a sorti ce chiffre, 2,8% dans un scénario de stress quand même si en gros les 3 derniers trimestres, deuxième, troisième, quatrième trimestre en France faisaient du surplace, on aurait mécaniquement 2,8% de croissance. Mathématiquement, il a raison, même le FMI d'ailleurs. On aime, on n'aime pas le FMI, nous disent 2,9% de croissance cette année. Donc oui, il n'y aura pas de récession. Ou est-ce qu'on joue sur les mots? Est-ce qu'il y a derrière ce chiffre de 2,8%, une espèce d'illusion d'optique? Mais il y a clairement une illusion d'optique, David. Bien sûr, mathématiquement, c'est vrai, on peut parler de notre acquis de croissance. Je peux parler de mes acquis d'économie que j'ai pu mettre de côté à titre personnel. C'est mon acquis d'économie, c'est mon acquis de croissance personnel. Si demain je suis licencié, que je gagne moins ma vie, eh bien, mon acquis de croissance, mon acquis d'épargne, il va fondre comme neige au soleil. Si demain j'ai une inflation qu'on m'a annoncé très peu durable, vraiment transitoire. Souvenez-vous, on en avait parlé, David, et je vous avais dit à cette occasion-là que quand Christine Lagarde nous parlait d'une inflation transitoire, elle avait raison de le faire si on se mettait dans une position de banquier central, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est, elle est à la tête d'une banque centrale dont le poids de la parole est considérable et sa mission première, c'est assurer la stabilité. Donc évidemment, si elle arrive et qu'elle dit « Oh là là, vous allez avoir 50% d'inflation, ça va être la fin du monde », vous imaginez, dans le poids de la parole du banquier central, c'est pas pensable. Eh bien, le ministre Olivier Dussopt, toute proportion gardée, puisque là on est à niveau national, mais c'est un peu là aussi le même type de raisonnement, c'est-à-dire c'est de la parole publique, c'est de la parole qui engage, donc le ministre ne peut pas arriver en vous disant oui, ça va être une catastrophe, parce que vous avez après des phénomènes autoréalisateurs. Oui, Donc ça, mais factuellement, mathématiquement, on aura bien 2,8% a priori de croissance cette année. Il n'y aura pas donc de récession. attention, l'acquis de croissance, il peut quand même être mis en cause dans des scénarios extrêmes, puisque un acquis de croissance, c'est du plus mathématique avec du moins qui va arriver. Et donc, on part du principe que le moins qui va arriver dans les trimestres qui nous restent sera pas suffisamment important, ce moins-là, pour faire disparaître cet acquis de croissance. Enfin, si demain on se prend un moins 9% ou un moins 15% parce que Vladimir Poutine a décidé de tousser encore plus fort, eh bien, on peut avoir l'acquis de croissance qui sera complètement mangé. Donc, on n'y est pas. Et donc, à périmètre constant, de niveau de risque, etc., on peut dire qu'effectivement, techniquement, l'année sera positive en termes de croissance. Mais, David, j'attire votre attention sur un autre élément. Après, on va parler des facteurs de risque. On va avoir un acquis de croissance de 2,8 avec un déficit public de 6 et une inflation de 5. 6 de déficit public plus 5 d'inflation, ça fait du moins 11. Hein. Donc plus 2,8 moins 11, de toute manière, cette croissance est illusoire. Et il faut bien comprendre que de toute manière, à partir du moment où, pour générer ne serait-ce que plus 2,8 euros de croissance, on est obligé d'en dépenser 6 de PIB, de toute manière, on est en croissance négative. Et donc, on masque, pour obtenir nos 2,8% de croissance, c'est parce qu'on dépense 6 euros qu'on n'a pas. Et donc ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête parce que ça biaise complètement tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que simplement, si demain vous retirez les 6% de PIB de déficit que nous faisons pour faire tourner notre économie, et votre économie, vous prenez une récession, et là, elle n'est pas technique, de moins 4, moins 5, moins 6%. Justement, sur la récession technique, est-ce qu'on pourrait parfaitement avoir un ou deux trimestres de croissance négative, de décroissance, comme possiblement d'autres pays autour de nous, notamment l'Allemagne? Alors, de récession, hein, la croissance négative, belle formule de Oui, non, mais Christine, oui, de décroissance, de récession. de la Technique parce que récession. sur un ou deux trimestres. Oui, bien sûr, on y va tout droit. On y va tout droit. Pourquoi on y va tout droit? Parce que vous avez évidemment plusieurs facteurs de risque. Vous avez les prix de l'énergie. Bon, alors peu importe que ça se détende un petit peu parce que la Chine est confinée. Alors justement, deuxième facteur de risque, les confinements en Chine et toutes les perturbations que ça entraîne sur les chaînes logistiques. Regardez les résultats qui ont été annoncés par Philips, qui sont en baisse, le bénéfice net qui est en baisse d'un tiers, donc d'un peu plus de 30%, pour une baisse du chiffre d'affaires que de 4% d'ailleurs. Bon,
Donc, on voit bien que ça a des effets sur les grandes entreprises. Et Philips, c'est une grande maison, donc ça a des effets sur les grandes entreprises. Vous avez évidemment la guerre en Ukraine, on n'en reparle pas. Vous avez la hausse des taux d'intérêt qui se profile également pour peut-être dès cet été pour lutter contre l'inflation. Donc, vous avez un cocktail qui est absolument détonnant concernant le taux de croissance qui va terminer par un taux de récession, qui est le fait que vous avez une hausse très importante des prix de l'énergie. Donc ça, c'est très récessif dans une économie. Souvenez-vous, 2007, le prix du baril, 150 $, c'était ce qu'on avait vécu et ça avait pesé 150 $, c'était en 2010 de mémoire et pas en 2007. Non, 2007, vous regarderez, j'insiste. Je vous fais un resto là-dessus. Et donc, bon, enfin bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'était concomitant à la crise des subprimes. Et donc, si vous voulez, hausse de taux plus hausse du prix de l'énergie, vous avez une ponction dans le pouvoir d'achat des ménages et dans l'économie qui est telle que de toute façon, c'est un double effet qui est très récessif. Et là, vous avez ce même cocktail. Et à ce cocktail-là, vous rajoutez la guerre en Ukraine avec toutes les perturbations qu'on peut avoir parce que l'Ukraine produit quand même beaucoup de choses. Et puis, vous rajoutez tous les confinements qui sont liés en Chine à la politique du zéro Covid. Et c'est une catastrophe absolue pour le commerce international. Donc, vous avez des facteurs qui sont extrêmement lourds. Charles, est-ce que vous n'êtes pas en train de tout noircir? Moi, ce que je vois, c'est qu'au premier trimestre, la Banque de France confirme une croissance positive, certes divisée par 2, mais plus 0,25%. On a le ministre qui nous dit, Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, qui dit que les recettes fiscales qu'il constate, que le gouvernement constate par mois, sont supérieures aux prévisions, ce qui témoigne de la solidité de l'économie française. Ce n'est pas un bon indicateur, ça, les recettes fiscales qui rentrent au-delà de ce qui était attendu? David, quand on a 6% de déficit sur PIB, vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur le bon état des finances publiques. Et notre ministre est fort sympathique, enfin, voilà, il est très gentil et très aimable, il est tout ce que vous voulez. Moi, je regarde la réalité, pas pire qu'elle n'est, mais telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, c'est que vous avez un acquis de croissance officiel, hein, Banque de France. Moi, vous savez, je ne convoque pas de sources ésotériques, hein. Banque de France, ministre, 2,8% d'acquis de croissance, déficit public prévu, moins 6%, moins 6% de déficit de 6% du PIB. Donc déjà, vous êtes à 4,2% ou 3,8% de récession. Vous avez des facteurs de risque que je n'invente pas, hein, guerre en Ukraine, confinement en Chine, augmentation des taux d'intérêt annoncés par l'ensemble des banques centrales. Voilà, donc si vous voulez, tout ça, ce sont augmentation du prix d'énergie, je pense que ça se voit. Je n'ai pas parlé en plus de la raréfaction des ressources et des matières premières et de tout l'impact, tout l'effet inflationniste que ça peut avoir. Et je pense que les auditeurs et vos auditeurs pourront écouter utilement votre invité suivant, parce que je pense que vous parlerez des impacts et des effets de la transition énergétique, notamment sur la construction. Et c'est en partie inflationniste, et quand bien même les constructeurs peuvent faire beaucoup de choses et les promoteurs peuvent faire beaucoup de choses, à un moment donné, il y a des pénuries, à un moment donné, tout le monde demande du même matériel au même moment, et donc ça fait monter les prix, on a une raréfaction, on a des produits également dans le bâtiment qui sont des produits qui sont très énergivores, au moment de leur fabrication. Je pense par exemple beaucoup de matériaux isolants, ce genre de choses. Ce sont des choses qui sont vendues pas très cher, mais qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, quand le prix d'énergie augmente, regardez un groupe comme Saint-Gobain qui fabrique des choses, ça a beaucoup d'effets, beaucoup de conséquences. Donc, encore une fois, que la parole publique soit rassurante, il ne faut pas s'en étonner. C'est le rôle de la parole publique que d'être rassurante. Hein, j'insiste là-dessus. Je ne leur fais absolument aucun reproche là-dessus. C'est leur rôle d'être rassurant pour, encore une fois, assurer la stabilité. Mais la réalité aujourd'hui, au-delà de l'acquis de croissance et du premier trimestre, c'est qu'aujourd'hui, on va vers une croissance zéro, autour de zéro. On est en croissance quasiment zéro. Non, on est en récession. Dans les faits, David, encore une fois, vous donnez l'illusion d'une croissance uniquement parce que cette croissance, vous l'obtenez à crédit. On a toujours eu de la croissance à crédit en France depuis maintenant 1974. Donc Et puis, va arriver l'heure des comptes. Et quand on arrive à 130% de dette sur PIB, on n'y est pas encore, on est à 115. Non, on n'y est pas encore, David. Mais enfin, on était sur 120, 121. On va rajouter 6. C'est un sujet dont on se moque, puisque dans la campagne présidentielle, ce n'est pas un sujet qui a été débattu, ça. Ça vous a pas échappé? Non, mais encore une fois, la campagne présidentielle, c'est un grand jeu. Laissons ce grand cirque se faire. Ici, on est là pour analyser de manière factuelle, froide, lucide les choses en dehors de
de tout ce cirque politico-médiatique. Si nous, on se concentre sur notre économie de manière, encore une fois, extrêmement objective, vous avez raison, David, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, cette croissance à crédit. C'est pas quelque chose de purement franco-français. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir exactement la même chose. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est généralisé. On prend le Japon, on prend les grands pays d'Europe, on prend les États-Unis, on prend le Royaume-Uni, on prend le Canada. On a exactement le même phénomène. Et donc, nous achetons à crédit notre taux de croissance. Et je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Les déficits d'aujourd'hui, à un moment donné, ce sera de toute façon les ponctions de demain. Et plus on augmente notre masse d'endettement, et plus vous entendez au même moment qu'on veut augmenter les taux d'intérêt, et plus vous allez savoir que le problème va être important au moment de l'augmentation des taux d'intérêt. Charles, vous dites qu'il faut se comparer par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. Voilà, la France va mieux résister, a priori, que certains de nos voisins européens, parce qu'on a les boucliers tarifaires sur le gaz, sur l'électricité, parce que l'industrie pèse moins chez nous. Pour une fois, c'est un des rares aspects positifs qu'en Allemagne. On devrait moins souffrir, c'est ça, que certains de nos voisins dans ce ralentissement. Comme on était déjà nul, on aura moins mal. Donc oui, effectivement, vous avez techniquement, vous avez parfaitement raison. Je ne sais pas si ça doit particulièrement nous rassurer ou nous consoler de savoir qu'on va souffrir moins que l'industrie de nos voisins allemands parce qu'ils ont une industrie très importante. Alors, cela dit, contre mauvaise fortune, bon cœur également, David, et c'est une excellente, effectivement, nouvelle pour la France. Pourquoi ? Parce que si nous avons dans une Europe une Allemagne affaiblie, c'est évidemment bien meilleur pour les rapports de force au sein du couple franco-allemand et au sein de l'Europe qu'une Allemagne très très forte qui caracole en tête. Donc ça va notamment permettre d'obtenir pour les pays les plus fragiles dont nous faisons partie des assouplissements au niveau de la BCE et une Allemagne sans doute un petit peu moins sûre d'elle-même. Donc en ça, c'est une bonne nouvelle. Mais un peu de mansuétude budgétaire. Voilà. Et bon, derrière ce besoin et cette mansuétude budgétaire dont seront forcés de faire preuve nos amis allemands, c'est tout de même une mauvaise nouvelle et on ne peut que se désoler en réalité de ce qui arrive, qui est la guerre en plein cœur de l'Europe, des conséquences qui nous conduisent et qui conduisent nos voisins allemands à matérialiser leur terrible dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Et de manière générale, en réalité, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est de notre dépendance à l'énergie de façon globale. C'est notre économie, c'est avant tout l'énergie transformée. Et quand l'énergie augmente, on a un problème économique majeur. Donc tout ça, si vous voulez, encore une fois, qu'un ministre soit rassurant, il a tout à fait raison, il est dans son rôle. Je ne me permettrai même pas de le critiquer là-dessus, je comprends très bien pourquoi il dit ça. Après, quand nous, on analyse les choses de manière objective, on sait qu'on a quand même un problème devant nous qui est important. Et donc, peu importe que ça se matérialise assez peu sur la fin de l'année 2022, ce que l'on sait, c'est que si les choses ne changent pas et rapidement, on va avoir un véritable sujet sur l'année 2023. Exactement. De croissance. Et là, je crois qu'on sera tous d'accord pour 2023. Oui, d'ici là, on se sera reparlé. Merci beaucoup, Charles Sana, pour le David, site InSolenCA. Salut, bye. Au revoir, David.